la communication, on a deux conceptions différentes. On a une conception plutôt sociologique et une conception plutôt linguistique. Donc, on va voir un petit peu des deux. On va commencer par les 5 axiomes de la communication. Le premier, c'est qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Pourquoi ne peut-on pas ne pas communiquer? Amandine, est-ce que tu as une idée? Je vais vous poser plein de questions durant tout le cours, je vais vous garder éveillé. Je suis désolée. Ah, Ophélie, peut-être tu voulais parler? Oui, selon moi, c'est parce qu'on exprime forcément quelque chose, on a forcément des expressions quand on écoute quelqu'un ou quand on s'exprime, quand on parle, il y a forcément des traits de notre visage qui bougent, donc on exprime forcément quelque chose. Donc on communique. Ouais. Amandine, est-ce que tu veux compléter? Je disais que non, ça rejoignait ce qu'elle disait, que de toute façon, même si on n'a pas envie de transmettre une information, le corps, il parle pour nous. Et même quand on essaie de contrôler, il y a des choses qui transparaissent malgré nous. Donc, même en ne pas voulant communiquant, on communique quelque chose, ne serait-ce que sur notre état émotionnel ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. Deuxième axiome. Toute communication présente deux aspects, le contenu et la relation. Donc, tout message transmet une information, mais induit également un comportement. Donc, on va commencer par l'attachement. Donc, est-ce que quelqu'un veut me faire une petite synthèse, toute petite en quelques mots, de ce que c'est l'attachement? Ça commence quand? Jérémy. Oui, c'est inné. C'est à la naissance, l'attachement se fait tout de suite avec la mère. C'est une fonction innée. Et ouais, c'est issu du concept d'imprégnation chez l'animal, quoi. Enfin, voilà. Pour la traduction qu'on en a fait. C'est tout à fait cela. Donc en fait, l'attachement se fait avec la mère ou avec ce qui symbolise la mère ou représente la mère. Hein, parce que quand la mère n'est pas là, il y a un substitut maternel avec lequel l'attachement peut et doit se faire pour que tout se passe bien. Et puis, chez un animal qu'on va appeler un animal proie, comparé à un animal qu'on va appeler un animal prédateur, la distance publique et la distance sociale ne vont pas nécessairement être toujours les mêmes. D'accord ? Et après, effectivement, ça va dépendre des individus. Non seulement ça va dépendre des individus, mais ça va dépendre des individus et des autres, avec un A majuscule, qui vont pénétrer dans le territoire. C'est-à-dire comme nous, en fait. Ouais. Nous, par exemple, on va accepter d'être très proche de ses enfants. Par contre, un inconnu dans la rue qui vient nous parler à 2 cm du nez, non. Et j'allais prendre même un exemple encore plus flagrant. Donc, je vais prendre l'exemple des chevaux. Les chevaux vont laisser rentrer dans leur territoire, quelle que soit la distance, vont laisser rentrer des oiseaux, par exemple. Mais par contre, ils ne vont pas laisser rentrer un chien aussi facilement. Les hypothèses sont potentiellement bonnes puisque dans l'image que je vous ai présentée, il n'y a pas de contexte. D'accord? Donc on ne sait pas si le chien est seul, dedans, dehors, avec ses propriétaires, etc. D'accord? Donc si on repart simplement sur les théories, les 4 dernières théories dont je vous ai parlé tout à l'heure, la théorie de Roman, la théorie de Morgan, la théorie de la Gestalt et la théorie de l'association. D'accord? La théorie de Roman donc, disait qu'on a tous les mêmes capacités cognitives qu'on va développer différemment les uns des autres par rapport, je vous disais tout à l'heure, à nos 5 sens, à notre histoire, etc. D'accord ? Une chose est sûre, c'est que les animaux, globalement,
à notre différence, sont davantage dans l'instant présent, au niveau de leur capacité cognitive, d'utilisation de leur capacité cognitive. Donc, Perrine l'a relevé tout à l'heure, le chien qui se fait gronder 2 heures après avoir fait une bêtise ou quoi ou qu'est-ce, lui, il est dans l'instant présent. Donc, sa réponse, elle est vraiment sur ce qui se passe dans l'instant et pas sur ce qu'il a fait 2 heures avant. D'accord. Donc, on sait, voilà, au niveau des capacités cognitives de ce chien-là, qu'il est davantage dans l'instant présent. D'accord. Par rapport à la théorie de Morgan, qui dit que la réponse la plus simple, l'analyse la plus simple est souvent la bonne, effectivement, on peut partir sur toute une somme de possibilités, d'hypothèses, etc. Une chose est sûre, c'est que l'attitude de ce chien, d'accord, dans une analyse simple, l'attitude de ce chien va interroger son propriétaire, d'accord, avec une analyse qui sera plus ou moins bonne du propriétaire, mais en tout cas, un chien qui a cette attitude va faire réfléchir le propriétaire, va poser justement cet instant présent, d'accord. On va dire pourquoi mon chien réagit comme ça. Donc parce qu'il est coupable, parce que quelqu'un m'a dit il a peur par rapport à des réactions qui se sont passées précédemment, parce que le contexte présent, le stress, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est dans l'instant présent et que son attitude va engendrer une modification ou une interrogation, en tout cas, de ce qui l'entoure. D'accord ? Oui, différents types de stimuli. Ouais, donc là, je pense qu'il faudrait qu'on détaille le exogène, endogène. Voilà, je pense, oui, c'est ça. On commence par lequel vous préférez? L'intérieur ou l'extérieur? Alors, endogène, c'est interne. Enfin, ouais. C'est ça, interne. Ouais. C'est comme par exemple la faim, l'appétit, la faim, voilà. Ouais. Il y avait autre chose aussi en modèle hormonal. Des modifications hormonales, ouais. Et après, il y avait exogène, donc externe. Ça peut être un bruit, des choses comme ça, c'est ça? Ouais, je pense, oui. Les températures. Visuel, auditif, température. Ah oui, parce que c'est là où il y a le praxis et tropisme. C'est à ce moment-là. Vous allez déterminer des objectifs. Donc, vous allez à la fois devoir jouer sur vous, votre réel et votre idéal dans l'atteinte des objectifs de professionnels que vous voulez avoir, mais vous allez aussi devoir prendre en compte les capacités de l'autre. Et quand je dis l'autre, c'est à la fois l'animal, mais c'est aussi l'humain qui sera face à l'animal, que ce soit pour IMA ou pour éducateur comportementaliste. Donc, cette notion-là d'idéal, elle est très importante. Donc, il faut que vos objectifs soient évidemment un peu plus hauts, mais réalisables. Parce que sinon, vous n'aurez rien pour nourrir l'estime de soi. Et s'il n'y a pas d'estime de soi, s'il n'y a pas cette nourriture-là, il n'y a plus de motivation à avancer. Ça, vous l'avez vu avec Chloé, la notion de la motivation dans les apprentissages. L'idéal de soi, c'est ce qui fait qu'on n'est pas bien, quoi, quand on n'arrive pas à nos objectifs. C'est ça. S'il est trop haut partout, dans nos différents rôles, il n'y a pas d'équilibre. Mais il faut qu'il soit un peu plus haut que le soi, parce que sinon, voilà, on est toujours sur des acquis. Hein. Donc, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de décalage tout le temps. Il faut qu'il y ait un équilibre. Mais voilà, la jalousie, on l'entend pas mal. Merci Ophélie. Allez, on va faire toute la ligne du bas. Martine, que j'entends pas souvent non plus. Je choisis celui que je veux? Allez. Ok. On va prendre... On va prendre mettre le nez du chien dans ses excréments. Oui. Qu'est-ce qui, pour vous,
circule le plus à ce sujet-là? Alors moi, ce que j'ai souvent entendu là-dessus, c'est que lui mettre le nez dedans, ça permet de lui faire comprendre qu'il a fait quelque chose de mal, que comme ça, il recommencera plus, etc., etc. Sauf qu'en fait, les chiens, pour eux, c'est absolument pas un problème, l'odeur d'urine ou le reste, et que du coup, en fait, ça n'a aucun effet. Exactement. Oui, ça c'est quelque chose, c'est vraiment une idée reçue qui est encore véhiculée. Faut lui mettre, vous rentrez, vous trouvez un excrément dans le salon, vous attrapez le chien, vous lui mettez le nez dedans, vous lui mettez une fessée, et puis vous sortez et vous nettoyez pas devant lui. Effectivement, totalement inutile, mais encore préconisé par beaucoup d'éducateurs, par beaucoup d'éleveurs. Et c'est en fait ce qui est compliqué dans la plupart des idées reçues qu'on voit ce soir, c'est qu'en fait, mais d'un point de vue de celui qui vous l'explique, ça peut être plausible et la méthode utilisée peut être plausible aussi. C'est qu'en général, ah oui, la fois d'après, il y avait encore un caca au milieu du salon. Je l'ai vu à sa tête directement qu'il culpabilisait et qu'il savait que c'était mal. Donc en fait, vous serez dans cette difficulté-là parce que les gens vont vous dire mais si, il a compris, en faisant ça, cette méthode fonctionne, il a compris, la fois d'après, il était tout penaud dans son panier. Donc les gens vont surenchérir pour se justifier d'avoir utilisé cette méthode qu'on leur a conseillée. Ils l'ont généralement pas inventée. Donc faudra savoir quoi leur répondre à ce moment-là aussi. Donc là, on rebondit sur la culpabilité chez le chien, que je vais laisser à Violette. Alors, moi, ce que j'ai mis, c'est que les gens, ils disent souvent qu'il y a un sentiment de culpabilité, de honte, alors que c'est souvent des signaux d'apaisement. Genre, par exemple, que le chien va montrer le blanc de son œil et que les gens vont associer ça à de la culpabilité ou honte. Et aussi que le chien va même avoir une habitude quand son maître va rentrer, de se dire je vais me faire engueuler et du coup de faire directement des signaux d'apaisement. Et le maître va se dire qu'il se sent coupable alors que pas du tout, quoi. C'est ça. Et du coup, à quelqu'un, est-ce que vous... Alors, que ce soit Violette ou quelqu'un d'autre, si vous voulez répondre, quelqu'un qui va vous dire, voilà, j'ai mis... mon éleveur m'a conseillé de lui mettre le nez dans les excréments quand je rentre et que je trouve une bêtise. Et du coup, les fois d'après, quand j'en trouve, mon chien est dans un coin, la tête baissée. Je sais déjà qu'il a fait une bêtise, qu'il a honte. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ça? Je peux parler, Jérémy? Oui, Jérémy. Alors, pour Jérémy, moi, c'est... Tu es le seul homme, donc tu n'as pas besoin d'annoncer ton prénom quand tu parles. On devine de suite que c'est toi. C'est pas faux. Oui, alors pour moi, c'est une mauvaise association d'idées que le chien va faire. C'est que quand le maître va rentrer, il va par rapport aux fois précédentes il l'a fâché. En fait, ça va être de l'anxiété. Le maître arrive, il va associer l'idée au fait que le maître arrive et qu'il va se faire fâcher. Non? Oui, non. Et donc, c'est dû au stress et à l'anxiété de l'arrivée du maître. Et c'est du coup, ce comportement qu'il a, c'est un comportement homéostasique, pour le coup. Il est en recherche d'apaisement pour établir son bien-être émotionnel.